Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Edi Komboigo mobilise ses partisans à quelques jours du scrutin présidentiel au Burkina Faso. Le candidat du CDP a organisé un meeting électoral ce mercredi 18 novembre à Ouaïgouya. Un rassemblement durant lequel le candidat a déclaré vouloir faire du Burkina Faso un pays de référence en Afrique de l'Ouest. Le Zimbabwe lance un programme de relance économique dénommé National Development Strategy. Le plan s'étendra de 2021 à 2025. Il vise notamment à accélérer la croissance économique pour atteindre un taux de 5%. Et enfin, la lutte contre la maladie du Noma s'intensifie en Afrique. À la veille du sommet du G20, l'association Noma Fund de l'ancien footballeur Roger Mila interpelle les chefs d'État sur la gravité de cette maladie. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, au Sénégal, Idrissa Seck a officiellement pris les rênes du Conseil économique, social et environnemental. À cette occasion, une cérémonie était prévue ce jeudi 19 novembre. Un événement organisé plus de 2 semaines après sa nomination le 1er novembre dernier par le président Macky Sall. Celui qui était arrivé deuxième à la présidentielle de 2019 a d'ailleurs tenu à remercier le chef de l'État pour sa confiance. Parmi ses priorités, le nouveau président du CESE compte s'attaquer à l'emploi des jeunes, l'immigration clandestine ou encore à la gestion des ressources naturelles. Si son ralliement à la majorité présidentielle interroge, Idrissa Seck a tenu à s'exprimer sur le sujet, déclarant que le dialogue national a permis de régler les contentieux. À l'approche du scrutin présidentiel au Burkina Faso prévu ce dimanche 22 novembre, Edi Komboigo mobilise ses partisans. Le candidat du CDP a organisé ce mercredi 18 novembre un meeting électoral dans la ville de Ouaïgouya, située au nord du pays. Un meeting durant lequel il a affirmé vouloir faire du Burkina Faso un pays de référence en Afrique de l'Ouest. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Gladys Momba. À Ouaïgouya, dans le nord, pour mobiliser l'électorat et remporter le scrutin du 22 novembre, Edi Komboigo, candidat du CDP à la présidentielle, a privilégié le dialogue avec les électeurs. Étape importante pour sa campagne, ce sont des électeurs motivés à qui il a fait la promesse de favoriser leur participation au développement du Burkina Faso. Depuis que les gars sont venus au pouvoir, camarades du Yatanga, qu'ont-ils apporté dans le Yatanga? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'ont-ils apporté? Absolument rien. Aucun investissement. Tous les investissements structurants, les routes ont été faites sur la base des acquis du CDP. Et conformément à son programme de société, il promet d'accorder également une part belle aux populations vulnérables. Le CDP est un parti de paix. Le CDP est un parti de pardon. Le CDP est un parti qui veut construire. Donner un Burkina, construire un Burkina fort. Un Burkina qui, à l'horizon des années à venir, sera le pays de référence en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas en Afrique tout court. Outre les meetings régionaux, le candidat du CDP communique régulièrement sur les réseaux sociaux pour maintenir le dialogue avec les militants. Ses activités sont ponctuées d'appels, une stratégie qui semble payer selon son équipe de campagne. Et parallèlement au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante fait face à de multiples défis dans l'organisation du double scrutin électoral. Des défis essentiellement d'ordre logistique. C'est l'acheminement du matériel en direction des zones rouges qui pose surtout problème. Le président de l'institution, Newton Ahmed Barry, explique, je cite, que dans cette partie du territoire difficile, le convoyage se fait par hélicoptère. Une fois le convoi arrivé, le matériel électoral devra ensuite être acheminé vers les bureaux de vote, et ce en présence des forces de défense et de sécurité. Rappelons qu'en raison de la situation sécuritaire, 15 communes du pays ne seront pas concernées par ce double scrutin.
Le Zimbabwe s'attaque à la relance de son économie. À cet effet, le gouvernement a lancé le 16 novembre un plan dénommé National Development Strategy. Ce programme, qui s'étend de 2021 à 2025, vise entre autres à créer 760 000 emplois ou encore à atteindre un taux de croissance de 5%. Mildred Yamou. En vue de relever son économie fragilisée par une inflation galopante, une dépréciation de la monnaie locale et la crise sanitaire, le Zimbabwe a lancé le 16 novembre 2020 un nouveau plan quinquennal couvrant la période 2021-2025. Ce programme, dénommé National Development Strategy, permettra entre autres de créer 760 000 emplois et d'atteindre une croissance économique de 5%. La National Development Strategy sera donc déployée dans de meilleures conditions économiques qu'au programme de stabilisation transitoire lancé en 2018 et comporte des stratégies et des politiques audacieuses pour catapulter la croissance économique. Ce projet favorisera le renforcement du secteur public et la construction de nouvelles infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des TIC, des transports et du logement. Il aidera à maintenir un déficit budgétaire ne dépassant pas les 3% du produit intérieur brut, augmenter les réserves internationales et maintenir la dette publique à moins de 70% du produit intérieur brut. La création d'emplois est utile pour résoudre les problèmes de crise sociale au Zimbabwe, mais la création d'emplois en elle seule ne suffit pas pour régler les paramètres économiques. Et les questions de la monnaie sont contributives à la restructuration de l'économie. C'est-à-dire la création de l'emploi est bonne, la monnaie est bonne à stabiliser, mais la diversification des exportations aussi est bonne parce qu'il faut créer la richesse sur tous les plans, à la fois sur le plan de la transformation industrielle que sur le plan des exportations agricoles. Et c'est tous ces efforts concordants qui vont certainement stabiliser la crise au Zimbabwe. Les autorités zimbabwéennes misent sur l'accélération des investissements dans l'agriculture, l'exploitation minière, l'électricité et l'industrie manufacturière. Cependant, alors que des sanctions internationales continuent de peser sur le Zimbabwe, le Fonds monétaire international s'attend à une croissance à moins 4,5% de l'économie pour l'année 2020. Promouvoir une agriculture écologique au Bénin, c'est l'enjeu de la start-up BioLife créée en 2014 par de jeunes chercheurs issus de l'université d'Abomey-Calavi. La plateforme est notamment spécialisée dans la production d'intrants biologiques ou encore de biopesticides. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, de jeunes chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi mettent à contribution des solutions innovantes pour le développement de l'agriculture. Le collectif de chercheurs, dont 3 hommes et une femme, a mis en place la start-up dénommée BioLife en 2014. Elle est spécialisée dans la production d'intrants biologiques, notamment le compost, les biopesticides, les huiles essentielles et la formation des producteurs sur la bonne pratique de production pour une agriculture écologique intensive. BioLife pour dire biologique, life pour dire la vie, beaucoup plus biologique, basé sur l'utilisation des produits biologiques. Le premier partenaire technique que nous avons, c'est le laboratoire à travers l'université. Le laboratoire de génétique, horticulture et sciences de semences de la faculté des sciences agronomiques de l'UAC. La fondation de l'UAC Startup Valley nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous avons les appuis de la Mastercard Foundation. Nous avons également l'appui de l'agence belge pour le développement Enabel à travers leur programme DEFIA. La fabrication des intrants biologiques est basée sur les résidus environnementaux, ceci à travers un processus de production semi-mécanisé. Au total, 10 tonnes d'intrants sont produits par mois à cause de la forte demande des agriculteurs. Grâce à BioLife, nous produisons écologiquement, et ce qui a un bon résultat sur la qualité du produit que nous livrons. Le produit a un aspect très attirant, la qualité du produit et ça une durée de conservation très appréciable par les consommateurs. Les responsables de la start-up BioLife nourrissent des ambitions en vue de passer de la transformation semi-mécanique à une usine compostière. Ils travaillent sur 3 projets phares, notamment la valorisation des résidus locaux, le développement des pesticides organiques à base des plantes à valeur phytopharmaceutique endogène et la proposition de solutions digitales pour l'ananas du Bénin, un projet financé par l'agence belge de développement Enabel.
Le concept des fast-food gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Marius Quadio, copropriétaire de l'enseigne Yeklo, a décidé de se lancer dans cette affaire. Mais son fast-food n'est pas comme les autres. Il propose en effet des mets typiques ivoiriens assortis d'une touche de modernité. Reportage de nos correspondants Bobby Philémon et Marie-Carmen Begré. Dege d'Atieke, pizza d'Atupu, shawarma d'Aloko. Ce sont autant de recettes originales faites à partir de produits locaux. Yeklo, une enseigne de fast-food dans la commune d'Abidjan, propose des mets typiques ivoiriens avec une touche de modernité. Une initiative de jeunes entrepreneurs ivoiriens pour participer à la promotion de la culture ivoirienne. Nous avons constaté que dans le domaine de la restauration, il y avait un besoin, un manque à combler, qui étaient les plats locaux qui, pour certains, nous avons consommés dans l'enfance, mais nous avions du mal à les retrouver dans des conditions, on va dire, modernes. Donc on s'est dit, bon, déjà il fallait déjà créer ce concept-là qui allait nous rappeler les souvenirs, notamment de l'enfance et du terroir, donc une sorte d'affirmation de notre identité ivoirienne. De par la proximité des gestionnaires avec les clients et la qualité des mets proposés, Yeklo réjouit plus d'un. Ce sont des clients satisfaits et toujours heureux de venir redécouvrir des plats d'enfance, cette fois plus modernes dans un cadre convivial. Une habitude du Yeklo, je viens à peine de finir de manger. J'ai mangé du vegan, de la toupou. Franchement, c'est très bien fait, ils préparent super bien. Il n'y a rien à dire et c'est abordable à tout le monde. Donc tout le monde peut venir manger, voilà. Yeklo veut dire en langue baoulé notre village. Il se veut être le village où chacun pourra vivre les saveurs ivoiriennes. Comme Yeklo, le concept fast-food à l'ivoirienne gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. À la veille du G20 qui se tiendra du 21 au 22 novembre à Riyad, l'association Noma Fund de l'ancien footballeur Roger Milla lance un appel au chef d'État. Objectif, éradiquer et sensibiliser un maximum sur la maladie du Noma encore méconnue du grand public. Une maladie responsable chaque année de la mort de près de 140 000 enfants. Plus de précisions dans ce sujet de José Douglas. En marge du sommet du G20 qui se tiendra les 21 et 22 novembre à Riyad, le Noma Fund, association créée par l'ancien footballeur Roger Milla, lance un appel aux chefs d'État afin de les mobiliser dans la lutte contre le Noma. Le Noma, une maladie méconnue du grand public qui tue chaque année près de 140 000 enfants à travers le monde et laissant des séquelles mutilantes au visage des rares survivants, alors que la mise en œuvre de moyens simples suffirait à éradiquer ce fléau. Roger Milla appelle la communauté internationale à une prise de conscience et invite les citoyens du monde entier à signer 3 pétitions qu'il lira en direct ce vendredi 20 novembre. Je croyais avoir déjà vu beaucoup de souffrances par le passé. En 2018, lorsque j'ai rencontré un enfant atteint du Noma, il m'a été impossible de poursuivre ma vie comme avant. Noma Fund, association à but non lucratif, créée en 2019, fait de la sensibilisation son fer de lance autour de Roger Milla. Président fondateur, l'ancien gardien de but international Joseph-Antoine Bell et le docteur Georges Barthélemy Co-Haïssi, médecin épidémiologiste, sont à l'origine de la fondation. Aujourd'hui, d'autres légendes du football africain tels que François Orman-Biik et Patrick Boma les ont rejoints, acceptant de parrainer leur action. Cette maladie est d'autant plus injuste qu'il existe des moyens d'y mettre un terme. En Europe, elle a été éradiquée au début du XXe siècle, avant de tomber dans l'oubli. Présent en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine, le Noma est une maladie infantile qui touche essentiellement les enfants âgés de 2 à 6 ans, parmi les populations les plus démunies. Favorisée par la malnutrition sévère et des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, elle se traduit par des complications à la bouche et du visage, conduisant au décès de l'enfant dans 90% des cas. L'enfant infecté peut en effet être sauvé grâce à un simple traitement antibiotique, à condition que celui-ci soit administré dans la première phase de la maladie. Le 11 janvier prochain, la remise des pétitions au chef d'État constituera le point d'orgue de la mobilisation. Objectif atteindre d'ici cette date plus de 140 000 signatures, symbolisant 140 000 enfants atteints du Noma à travers le monde. Une action est également prévue au Cameroun, à Yaoundé, pour la construction du premier hôpital qui permettra la prise en charge gratuite des soins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.